Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Au fond, le magazine du leader. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je reçois pour vous un personnage que vous connaissez certainement. Il s'agit de M. Jean-Marie Kassamba. Avec lui, nous allons parler de la place du changement de mentalité dans le développement du Congolais. Mais avant de lui accorder la parole, je vous invite à suivre avec nous son portrait et on se retrouve tout juste après. Jean-Marie Kassamba, né dans la ville minière de Mbujimayi, est originaire des Kabeya-Kamwanga. Il a fait ses études primaires et secondaires dans la même ville et a obtenu son diplôme d'État à Kinshasa en scientifique biochimie. JMK pour le familier, il a fait toutes ses études universitaires en Europe, précisément à Paris et à Londres. Diplômé des 3e cycles en stratégie et communication globale de l'école de hautes études internationales de Paris, HEI, et diplômé de Watford College de Londres. Diplômé de la faculté des sciences des communications de Paris, ISRP, de Levallois-Perret. Jean-Marie débute sa carrière à Fréquence Paris Pluriel et a aussi travaillé à la Radio France Internationale où il a été recruté comme producteur de l'émission Couleur Tropicale. Jean-Marie Kassamba va entamer la ronde de quelques grands médias, notamment TV5 Monde et Jeune Afrique. Il fut producteur des événements et spectacles dans de grandes salles de Paris et de Londres et créateur de l'émission JMK Today sur Télésud, une télévision panafricaine. Soucieux de contribuer au développement de son pays, la République démocratique du Congo, Jean-Marie Kassamba va faire son comeback au Congo-Kinshasa sur invitation de Joseph Kabila et travaille à ses côtés en qualité de conseiller stratégique en privé. Président de JMK Consulting, coordonnateur national et concepteur de la cellule de visibilité des 5 chantiers et de la révolution de la modernité, projet politique de Joseph Kabila, président de la communication pour le cinquantenaire et président de la commission communication et médias du 14e sommet de la francophonie, président de l'UNPC Kinshasa, initiateur, concepteur et directeur général de l'espace 50, comprenant la télévision et la radio 50. Il a obtenu en 2019 un diplôme de hautes études stratégiques militaires de Kinshasa, dont la remise a été faite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Professeur de l'École nationale d'administration et à l'ISIPA depuis 10 ans, Jean-Marie Kassamba est également vice-président de la Fédération congolaise de natation. À chacun son histoire et l'histoire de chacun fait notre histoire. Merci. Bonjour, M. Jean-Marie Kassamba. Bonjour. Que veut dire Kassamba? Bon, Kassamba veut dire tout simplement, dans ma langue, oui. Petite tribu. Il y a les Chisamba et Kassamba. En Luba, moi je suis du Kassai oriental, ma mère est du Kassai occidental. Enfin, je suis les 100%, hein, Luba, comme on dit chez moi. Dans le Chiluba du Kassai occidental, c'est ça peut vouloir dire quelqu'un qui représente une ethnie. Vous venez de suivre votre portrait tout à l'heure. Y a-t-il quelque chose à y ajouter? Bon, c'est pas toujours facile de parler de soi. Moi, je préfère que ceux qui me connaissent parlent un peu de moi, ou plus que ça. Monsieur Jean-Marie, ce portrait que nous venons de suivre est contesté par plusieurs personnes parce que on vous définit comme une personne arrogante, une personne
Et déjà, on dit que vous étiez presque un clochard en Europe et que vous pleurnichiez pour qu'on vous prenne comme maître des cérémonies dans des concerts, notamment de Koffi Olomide, Jubin Piana. Que pensez-vous de tous ces commentaires? Bon, d'abord, ça me fait un peu rire, mais ça m'attriste un peu. Pourquoi? Parce que très souvent, j'évite de parler de moi par pudeur et par considération des gens qui ne me connaissent pas. Si vous voulez que je vous parle un tout petit peu de moi, et souffrez que je vous parle un tout petit peu de moi. En quelques minutes, hein, je simplifie. Lorsque moi j'arrive en Europe, dans les années 80, j'ai rejoint mon grand frère Richard Moukania, qui était déjà ingénieur chez Alcatel. Il touchait à l'époque presque 30 000 $ de salaire. Et il habitait 83 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt, à 2 pas de Parc des Princes. C'est là où moi je suis arrivé. Et j'habitais un grand appartement. Je mangeais très bien. Mais je ne suis pas resté dans ces conforts. Je suis allé m'inscrire à l'université et je suis allé habiter à Rosny-sous-Bois comme étudiant. Et j'allais fréquenter Schlumberger parce que j'ai commencé à travailler en tant que jeune par agence d'intérim. Et j'ai gagné déjà ma vie à l'époque en tant que jeune travailleur, 5 000 francs français à l'époque, tout en habitant à Rosny-sous-Bois. J'étais en graduat, je roulais déjà dans une voiture Renault, puis Peugeot. Et j'ai été logé à moins de 20 ans en France, en tant que travailleur chez Schlumberger Industries à Boulogne-Billancourt, puis à Montrouge, puis à Colombes. Et j'ai plein d'amis, des Congolais, des Ivoiriens, des Français, des Marocains, avec lesquels je cheminais, tout ça. J'ai passé toute ma vie en France à étudier et à travailler avec mes propres papiers. Ce qui n'est pas le commun de beaucoup de mes compatriotes qui sont en Europe, aux États-Unis. C'est ce qui a fait de vous une personne arrogante? Non, je ne suis pas arrogant. J'ai dit tout à l'heure que je n'aime pas trop parler de moi parce que très souvent, nous les Kassaïens, lorsqu'on parle de nous, on dit qu'on est arrogant, qu'on veut se montrer, etc. Si en France, il y avait 2 journalistes africains qui pouvaient interroger des ministres, des chefs d'État, eh bien, parmi ces 2-là, on comptait Jean-Marie Kassamba. Mes amis en France, c'était qui? Sénène André Mirado, François Soudan, qui est là, Claudie Siard et les autres. Alors, moi, j'évoluais souvent dans les milieux de blancs. J'étais dans ma propre maison. J'étais véhiculé moi-même. Tous les médias panafricains en France, que ce soit 3 Télé Sud, avec mes amis Pierre Bédou, Sylvie Desbois-Fleury, Constant Nemalé, qui sont là, ils peuvent aller leur demander. Ils vont le trouver, M. Jean-Marie Kassamba. Que ce soit, ma propre boîte qui s'appelle GMK Consulting, que j'ai géré pendant un certain nombre d'années. La plupart des gens qui gesticulent un peu sur Internet, ce sont des gens qui manquent d'imagination et des sujets à aborder. J'ai eu, heureusement pour moi, la chance d'appliquer ce que mes parents m'ont appris, c'est-à-dire aller à l'école, c'est-à-dire travailler et faire des choses suivant mon intelligence. Je n'ai jamais fait un travail physique. C'est seulement un travail intellectuel. Et quand je suis venu ici au Congo, sur invitation du président Joseph Kabila, je n'ai fait que le travail intellectuel. Ça part des fauteuils blancs jusqu'à l'espace 50 aujourd'hui. Tout ce que fait M. Jean-Marie Kassamba, c'est toujours dans le sens d'appliquer ce qu'il a appris à l'école. Alors, que ce soit les conférences de presse, que ce soit les événements, que ce soit tout ce qui s'est passé en Europe, ben, je les faisais toujours avec ma tête et mon intelligence. Et j'ai gagné ma vie avec ça. Il y a un internaute qui nous a écrit en disant
JMK s'est forgé une petite gloire de 2 à 3 minutes pour faire les atalaku du concert. Il aura fallu qu'Elvis Kemayo le présente à ses amis camerounais de Télé Sud pour qu'on lui confie une émission intitulée JMK Today en copiant Larry King de CBS. C'est donc grâce au réseau de l'agence panafricaine que les portes du président Omar Bongo vont lui être ouvertes à l'occasion de la présidentielle gabonaise avant que Christian Lusako lui ouvre celle de Joseph Kabila. Tout est faux. C'est tellement faux que c'est décousu. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que M. Jean-Marie Kassamba, d'abord, je vous ai dit qu'il a fait des bonnes études à l'ISERP, Paris. Il est parti à Watford College à Londres. Il est revenu à Paris. Il a monté 3 ateliers sud avec Sylvie Desbas-Fleury, Constant Emalès et moi-même. Le seul présentateur de ces émissions que j'ai continué de Fréquence Paris Pluriel jusqu'à 3 ateliers sud à Montreuil, c'est l'homme qui est en face de vous, qui les conçoit, qui les présente. J'avais comme ami personnel Jean-Pierre Sarr, JPS. Demandez à Nyoka Longo qui est ici, à Redi Amis qui est ici, à Tchalamouane qui est ici, qui les a pris à la main, comme ça, Papa Wemba, jusqu'à les amener chez Jean-Pierre Sarr, qui a donné de l'argent, et beaucoup d'argent. Demandez à Lydie Omanga, qui s'occupe de la communication du président de la République, qui l'a mené en Guinée équatoriale en lui donnant 15 000 $. C'est monsieur qui vous parle ici. Joseph Kabila, c'est lui qui m'a invité ici au Congo. Christian II, c'est un pote à moi. Il était à Bruxelles. Et d'ailleurs, il y a toujours Radio Panique à Bruxelles. Moi, j'étais déjà à Paris, à Fréquence Paris Pluriel, à RFI, TV5, avec Michel Lobé, qui est aujourd'hui aux États-Unis et qui gère Forbes. Voilà le monde dans lequel moi j'ai toujours évolué. Elvis Kemayo, c'était un employé, un chanteur camerounais, employé, comme nous avions à l'époque beaucoup d'employés. Mon ami à moi, c'est JPS, demandé à Chalamona. Vous connaissez l'album Malou? Mais vous avez même tourné. Et c'est moi le producteur. C'est moi le producteur. Chalamouana est là. C'est moi le producteur. J'ai pris Maman Chala, je l'ai amené chez Jean-Pierre Sarr. On lui a donné suffisamment d'argent pour relancer sa carrière musicale lorsque Mouzé a été assassiné. Donc, les gens ne me connaissent pas. Pas une petite jalousie raconte des âneries. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. c'est aussi l'une des mentalités des Congolais. Oui, les Congolais trafiquent les choses. Trafiquent les choses. Joseph Kabila, c'est notre président, c'est notre frère, c'est mon ami, c'est mon frère. Je suis en complicité avec lui depuis 2001 et je le serai encore davantage. Personne ne m'a ouvert sa porte, c'est lui-même. Quand je lui ai serré la main comme ça, à l'aéroport du Bourget, mon ami Christian Lusako était à Bruxelles. C'était en quelle année? 2001. Ok. C'est l'ambassadeur, paix à son âme, Edi Angoulou, qui disait, le chef de l'État te voit à la télé et il est content de ce qu'il fait. Viens, je vais te le présenter. Edi Angoulou, paix à son âme. Les gens comme, il faut demander Moumengi, Didier Moumengi, ils vont vous raconter qui est M. Jean-Marie Kassamba. Demandez à Chéou Kitundu, demandez Kika Ebin Karoubi, Kibambi Shintoa, Manda Chebo Chamalou, quand ils viennent à Paris, ils vont vous dire, Kassongo Mwema, Yamba Yamba. Demandez qui est M. GMK. Il va vous dire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la stricte vérité. Il y a un adage qui dit qui trop embrasse, mal étreint. Comment parvenez-vous à gérer tout ça, votre temps? Êtes-vous vraiment efficace dans tout ce que vous faites? À la fois directeur, à la fois journaliste. Comment vous gérez votre temps? Comment vous faites en fait? Dans la vie, c'est une question d'organisation. Est-ce que vous allez me dire que le Premier ministre, il embrasse tout? Que le président de la République, il embrasse tout? Non. Si vous êtes quelqu'un d'organisé dans votre vie, vous allez faire des choses d'une manière coordonnée. Il faut savoir concevoir et déléguer l'exécution, contrôler. Si c'est mal fait, rectifier. Tout en sachant, vous visez quel objectif? Parce que dans la vie, qu'est-ce qui est plus important? Ce n'est pas le travail que vous faites, c'est le résultat que ça produit.
Et donc, moi j'estime que ce qui fait défaut, on en parlera peut-être tout à l'heure, chez l'homme congolais, eh bien l'homme congolais ne regarde pas les résultats. Il se contente de vouloir faire des choses, parfois par mimétisme, parfois parce qu'il n'a rien à faire, donc il s'occupe. Et comme c'est mal conçu, mal exécuté, et qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va, le résultat sera médiocre. Et quand le résultat est médiocre, soit il abandonne, soit il se décourage. Et donc, c'est ça le problème. Moi, je ne suis pas un homme qui fait des choses par plaisir de le faire. Je pose les postulats d'abord, je me pose la question, je fais telle chose pour quel objectif? Et quand je suis en train d'exécuter ce que je fais, il y a de repères. Je quitte d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Et tout au long, je peux rencontrer des difficultés. C'est inhérent à tout projet. Mais le résultat, souvent, ça produit. Donc, c'est juste une question d'organisation. Il faut être organisé dans la vie, ce qui fait très défaut. Chez les Noirs, et les Congolais en particulier. On en parlera tout à l'heure, justement. Je l'ai dit au début de cette émission, nous parlons aujourd'hui de la place du changement des mentalités dans le développement du Congolais. En des termes simples, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce que vous entendez par ces thèmes-là? D'abord, commençons par changement. Changement veut dire modification, abandon de quelque chose que l'on faisait peut-être mal et qu'on a envie de changer, de transformer pour que ça se fasse bien. C'est ça le changement. Vous êtes moche, vous vous maquillez, vous devenez joli. Vous êtes, comment on peut dire, pas intelligent, vous vous formez, vous changez des habitudes, vous devenez quelqu'un de formé, d'intelligent, de compétent. Changement. Mentalité, ce sont les idées, les habitudes, les conceptions, la manière de concevoir le monde, de voir les choses et de fonctionner. Changement de mentalité chez nous rime avec éducation, rime avec parcours, ce qui est acquis en général. Vous savez, dans les années 70, 80 ou 90, dans ce pays, avec le maréchal Mobutu, les gens n'avaient pas la culture de l'impôt. Vous savez, l'impôt? Non, il n'y avait même pas la direction générale des impôts, ça n'existait pas. Il y avait un service de contribution. C'est-à-dire qu'on avait dit aux Congolais, aux Aïrois de l'époque, vous pouvez contribuer à l'économie nationale si vous voulez. Vous déclarez ce que vous voulez. Ce n'était pas une obligation. Oui, alors qu'à l'époque de Belge, il y avait l'impôt obligatoire. Mon grand-père, dès qu'il y avait quelqu'un qui venait percevoir l'impôt colonial, il fouillait dans la forêt s'il n'avait pas payé. Les Zaïrois, les Congolais, à l'indépendance, on lui a expliqué qu'il avait beaucoup d'argent, beaucoup de minéraux. Les Belges avaient laissé tellement beaucoup d'argent qu'ils n'avaient pas besoin de contribuer à l'économie nationale sous forme d'impôts. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Malgré qu'on a mis en place la direction générale des impôts, les Congolais ne font que camoufler. Nous sommes dans un pays qui camoufle les activités à 90%. L'État congolais connaît un coulage des revenus à plus de 95%. Il y a 5% des gens qui payent l'impôt. Comment voulez-vous que ces pays se développent? Ça ne se développe pas jamais. À qui la faute? Ben, la faute aux Congolais eux-mêmes d'abord. Ils ont acquis des mauvaises mentalités, des mauvaises habitudes. Et lorsque vous leur dites de changer, ils disent « Ah, yo bandakasi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un Congolais voit quelqu'un qui se comporte d'une manière correcte, il le traite de yuma. C'est-à-dire qu'on vous a placé quelque part dans une entreprise, réflexe numéro 1, il faut voler. C'est pour ça que vous voyez, on félicite les gens lorsqu'ils sont nommés, on fait la fête, etc. Pourquoi on fait la fête? Ils se disent, c'est notre tour.
de voler. Pas de manger, de voler. Une société ne peut pas être basée sur le vol. Au Congo, et ça se vit d'ailleurs même à l'extérieur du pays, quand on voit quelqu'un qui était parti voler, nous en Europe on a vécu ça, les chécoulistes là, qui font des chèques sans provision, qui volent dans des magasins, les femmes, ils s'habillent chic, on la félicite. Et puis elle est même fière de dire, ce que je porte ici, j'ai volé. Wow. Oui. Et ils appellent ça d'être colonial. Donc les Congolais ont amené ces mauvaises mentalités jusqu'à l'étranger. Plus à l'étranger qu'ici. Comment voulez-vous un Congolais qui arrive à Londres, qui arrive à Paris, qui arrive à Montréal, au bout de 6 mois, il retourne ici un véhicule. Il fait quel travail? Il fait quel travail? La plupart, 80% presque, ce sont des ouvriers. Où est-ce qu'il va trouver 20 000 euros, 30 000 euros pour s'acheter un véhicule, l'affréter et l'amener jusqu'ici à Kinshasa? Or, dans les années 70-80, lorsque quelqu'un est allé en Europe, mikiliste, ses parents attendaient au bout de quelques temps qu'il retourne un kimalumalu, une voiture, un moulin à moudre, etc. Ce n'est pas ça la mentalité. Et aujourd'hui, vous voyez ici à Kinshasa, il y a des parents, quand il a une jeune fille comme vous, jolie, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à sa fille, toi tu restes seulement à la maison ici, tu ne peux pas sortir, on a faim. Oui. Mais c'est peut-être à cause de la pauvreté. Non, ce n'est pas à cause de la pauvreté, c'est à cause de mentalité, l'éducation, les valeurs. Chez nous, au Kasaï, un enfant, quand il naît, on lui apprend des valeurs de respect, d'effort, de fierté de soi et de réalisation de soi. Ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand vous arrivez dans des grandes agglomérations comme ici, on apprend les enfants à se débrouiller. Article 15, comme chantait le feu Pépé Calé. D'accord. Monsieur Jean-Marie, vous êtes professeur. Que décriez-vous par rapport au comportement, d'une part, des professeurs et d'autre part, des étudiants? Bon, vous savez, moi j'enseigne depuis une vingtaine d'années. J'ai enseigné pendant un moment les cours d'éthique et déontologie professionnelle. Maintenant, j'enseigne la communication institutionnelle, l'entrepreneuriat, etc. Ailleurs, ça se passe plutôt autrement, mais ici au Congo, j'ai constaté des habitudes. C'est quoi les habitudes? Les enfants ont le moindre effort pour étudier. Moindre effort. Ils viennent à l'école, ils ne prennent pas de notes, ils ne sont pas assidus, ils ne préparent pas les contrôles, donc les interrogations, les examens. Ils attendent qu'à la fin de l'année, qu'ils aillent coopérer avec les enseignants pour avoir des notes. Je ne dis pas que c'est 100%, mais la majorité. J'ai constaté que certains des collègues enseignants, ce que vous appelez par situation difficile, la conjoncture, etc., eh bien, ces revenus-là, ça constitue pour eux une source de complément à leur salaire, qui est déjà maigre, enfin mince, pour pouvoir vivre. Au lieu de le faire directement, parfois ils utilisent les assistants ou les moukala, tout ça, les petits, les CP, qui doivent suivre et aller collecter ça auprès des élèves, etc. Ce sont les mauvaises mentalités, des mauvaises habitudes, ce qu'on appelle des points sexuellement transmissibles. Mais ces enfants, c'est tout simplement le résultat de la société. Ce ne sont pas les enfants qui agissent comme ça d'une manière spontanée. Vous savez, dans les cours d'entrepreneuriat, j'apprends à mes étudiants d'être propres, d'être en tenue de ville. Mais beaucoup prennent ça pour une punition. Et, cours à prof, on a l'indicat qu'il faut costume, cravate, jupe. Alors, si déjà un enfant n'est pas
préparés à être présentables. Comment voulez-vous, moi j'enseigne aux étudiants de 3e année, de licence, de maîtrise, qui sont presque... À la sortie. Oui, ils sont à la sortie. 3e année, c'est la dernière année. Ils sortent gradués, d'autres sont licenciés. Mais ils n'ont pas des habitudes d'être propres. Comment voulez-vous qu'ils vont s'adapter à l'environnement du travail? C'est compliqué. Mais vous allez voir des cours où certains des collègues laissent leurs élèves en babouche, habillés n'importe comment, maquillage bidon, etc. C'est normal pour eux. Donc, moi, ce que j'ai décrit, ce n'est pas les enseignants ou les enfants, c'est le système. Le système est gangréné d'une éducation alambiquée à la base, bizarroïde. Hein, c'est que les chanteurs disaient autrefois, du fuse qu'on ramasse au coin de la rue. Voilà, un enfant qui n'est pas bien encadré par ses parents, qu'est-ce que voulez-vous qu'il donne à l'école? Il ne donnera rien. Dès qu'il sort de l'école, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'il va donner? Pas grand-chose. Il va voler. Et lorsqu'il va rencontrer un chef qui est cartésien, qui a des valeurs, il va les traiter de dictateurs, de bourreaux. Donc il y a vraiment un problème de corruption qui est installé au sein des universités, dont vous déplorez d'ailleurs. Non, dans nos universités, le système, il est gangréné des antivaleurs consécutives, ces antivaleurs des éducations ou de l'éducation familiale. Un enfant qui n'a pas de valeurs de discipline dans le foyer, vis-à-vis de son papa, de sa maman, de ses oncles, comment voulez-vous qu'il vienne respecter les professeurs? Un enfant qui vole l'argent de ses parents ou qui ment à son père, comment voulez-vous qu'il vienne dire la vérité à son professeur? Ou qu'il ait peur de tricher. C'est ce que vous voyez dans la rue. Les chauffeurs qui ne respectent pas les codes de la route. La police de circulation qui s'est fait soudoyer à tout bout de champ. Joseph Kabila a dit quelque chose lorsqu'il donnait son ultime interview. S'il a un point sur lequel il a raté par rapport au peuple congolais, c'est le changement des mentalités. Il a trouvé des Aïrois. Il est resté presque 20 ans avec des Congolais, parce que c'est son père qui a changé les Zaïre à Congo. Il est resté 20 ans avec les Congolais. Il est reparti. Ils sont redevenus Zaïrois. Et les gens n'avaient pas compris quand il disait que je n'ai pas transformé des Zaïrois en Congolais. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Mais quand même, c'est très grave de l'entendre dire ça en 20 ans de pouvoir. Mais il n'a dit que la vérité. Oui, exactement. Mais qu'a-t-il fait? Quelles sont des pistes et des solutions qu'il avait proposées? Moi, je vous parle de l'exemple patent. Moi, j'ai embauché des Congolais. J'ai fait 10 ans avec les Congolais, voulant les transformer pour qu'ils deviennent comme moi, qui est la culture occidentale de certains principes. Je n'ai pas réussi. J'ai constaté, in fine, que les principes, les valeurs, les choses sur lesquelles moi j'ai toujours pensé que c'est comme ça que ça fonctionne, ça n'a pas fonctionné. Oui. Et ça sera difficile. Félix Tshisekedi vient d'arriver, regardez, en 1 an à peine, 1 an et demi, oui. Il n'a même pas changé d'un iota. Bien au contraire, ça s'est encore empiré. Et pour changer ces gens, même s'il a mis en place un service de changement de mentalité, il y a tout un processus qu'il faut faire à la base. Ça commence par les parents, l'État. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le référencement, les sous-bassements. Il ne faut pas faire du cosmétique. Les cosmétiques, c'est quoi? Des petites campagnes d'affichage, quelques spots à la télévision. Non, ce n'est pas ça. Ça ne changera rien du tout. Parce que le pourrissement des comportements chez les Congolais, il est enclin
C'est quelque chose, je vous ai parlé des années 70, 80. Je peux remonter plus loin. Quand on vous dit, Moussala, l'État est ici la caté. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, eh bien, ça ne finira jamais. Donc, tu viens faire ce que tu peux faire et puis tu rentres chez toi. Comment voulez-vous que vous êtes dans une société où les gens qui ne travaillent pas concrètement, à la fin du mois, ils veulent le salaire? Quelqu'un qui vient le matin, il reste à son bureau. Il vient à 9h, 10h, il reste à son bureau. Il ne fait rien. Il tourne, il tourne, il tourne. Il joue à la dame. 16h, il est sur le boulevard en train de rentrer chez lui. À la fin du mois, il se pointe chez le patron. Il dit, voilà, Mbongo Ebima, je suis impayé. Il veut même des primes. Et si le patron lui dit, mais monsieur, vous n'avez rien produit, il se met en grève. Et il commence à insulter le même patron. Et ça ne choque pas la société. Je n'ai jamais vu dans ce pays une grève où les gens disent il n'y a pas d'électricité, nous allons voir le directeur général qui s'occupe de la SNEL pour qu'il nous explique. Je n'ai jamais vu la grève où les gens disent le gouvernement a trop de ministres. Nous exigeons pour la réduction du nombre de ministres. Je n'ai jamais vu la presse s'opposer au train de vie du gouvernement ou de l'État. Vous faites partie de la presse aussi. Un député, bien évidemment. Oui, l'avez-vous déjà... écrit, mais moi je suis le premier à le dire. Oui. Ce que je vous dis là, je le dis tout le temps. À l'Assemblée nationale, vous avez aujourd'hui des députés de l'opposition. Je peux citer les partis politiques. MLC, UDPS et autres, qui autrefois étaient les chantres du niveau de vie de la population, du petit peuple, etc. Allègrement, aujourd'hui, ils acceptent un salaire de presque 10 000 $, sans même penser à ces petits peuples-là. Et d'ailleurs, les gens souffrent plus que maintenant qu'il y a à peine 2 ans. Mais ces gens-là, quand on leur donne des frais de fonctionnement, on leur donne leur salaire de 10 000 $ ou des véhicules de fonction, ils montent les vitres, ils passent en trombe. Ce même petit peuple. Où est le changement de mentalité par rapport à ce qu'il décriait hier? Vous voyez? Je peux vous donner un autre exemple qui est en train de se passer pendant que nous faisons avec vous cette émission. FCC Cash sont en train de se distribuer les postes dans les entreprises publiques. Maintenant, là, maintenant. Alors que par définition, une entreprise doit être gérée par qui? Un manager bien formé, avec des critères de performance, avec un résultat à la fin. On va donner des entreprises publiques qui sont transformées depuis en sociétés commerciales à des politiciens qui n'ont jamais rien géré dans leur vie. Même sous Kabila, c'était pareil. Nous parlons changement de mentalité. Oui. Si vous, hier, vous avez dit que Kabila a mal géré et que vous reproduisez les mêmes choses, pour ne pas dire pire. Donc vous êtes d'accord que M. Kabila a mal géré ce pays? Ah non, je n'ai pas dit que Kabila a mal géré. J'ai dit que si vous avez dénoncé des choses à l'époque du président Kabila et qu'aujourd'hui, vous faites moins bien ils font la même chose. Que ce que Kabila faisait, vous faites moins bien que ce que Kabila faisait, c'est que vous êtes encore pire que Kabila était mieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'aurais cru, enfin, j'aurais été content. Vous voyez, j'emploie le plus que possible. Je pouvais être heureux. Voilà. Je pouvais être heureux si on disait que FCC Cash, dans leur coalition, ont défini que désormais, pour gérer l'entreprise publique, commerciale, il faut un concours. Copyrep, ça existe, hein? Et c'est ouvert à tout le monde. Et qu'on ne va pas se départager ça par des partis politiques avec leurs militants. Mais ils sont en train de le faire. Où est le changement de mentalité?
Merci. Puisqu'on parle du Congolais, il s'agit ici du Congolais, de son développement. On voit très bien que ce sujet est un sujet vraiment vaste. Si on prenait, par exemple, la société congolaise dans son ensemble, en termes d'hygiène, par exemple, il y a eu une campagne qui a été lancée, Kinbopeto, en matière également de respect des règles de citoyenneté. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut changer? Par où doit-on commencer en termes d'hygiène, de règles? Vous avez parlé là de non-respect du code de la route par de chauffeurs. Qu'est-ce qu'on peut changer vraiment? On doit tout changer. Les Congolais n'ont rien de bon. Il faudra vraiment tout changer. Je vous aide à faire un buzz sur Internet. Je vais vous aider. Et je suis sûr que la partie que je vais me dire maintenant, les gens ils vont couper pour mettre sur Internet. Le Congolais a une faiblesse pour la saleté. Waouh, c'est trop fort. Oui, j'ai dit que j'allais vous aider à faire un buzz. Pourquoi? Comment voulez-vous que quand vous allez à l'extérieur du pays, vous mettez dans un immeuble des Congolais, des étrangers, des Blancs? Je ne dis pas tous les Congolais, hein. Je dis des Congolais, certains Congolais, dans un lotissement installé nouvellement. Vous revenez 6 mois plus tard, vous regardez l'appartement où vivent les Congolais, il y a déjà de la saleté. Comment voulez-vous, ici à Kinshasa, dans les années 60, 70, c'était propre, sans compter Kalina de l'époque. Et que maintenant, depuis les années 80, hein, à l'époque de Mobutu, c'était déjà sale. C'était sale. Les Congolais s'habituent avec la saleté. Ça commence d'en haut jusqu'en bas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je ne choque personne en disant que si vous voulez faire du Kinbopeto un concept de base, commencez par dire aux gens que vous êtes sale. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes sale, s'il est conscient, il va se nettoyer, il va nettoyer son environnement, et le lendemain, il va vous appeler, monsieur, venez. Vous m'avez dit que j'étais sale, regardez maintenant, je suis propre. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis Congolais, je suis Kassaïen, je suis des Kabé, comme moi là-bas. La saleté commence là-bas, jusqu'ici à Kinshasa. J'ai fait le tour du Congo. Je n'ai vu que ça. Alors, il faut qu'on arrête de penser qu'on peut lancer des concepts comme ça et que ça va fonctionner. Comment voulez-vous, madame? Vous êtes Congolais. Vous quittez chez vous à la maison, à la cité. Vous ne portez même pas des chaussures, même pas une chemise propre, même pas un pan qui tient la route. Ce n'est pas une question d'argent. À l'époque de Belge, c'était même peut-être moins de moyens que les Congolais avaient à l'époque. Mais on ne peut pas venir au centre-ville ici, habiller n'importe comment. On ne se respecte même pas. Vous allez dans les cabinets ministériels où vous trouvez le ministre n'a pas de toilettes propres. C'est pas sérieux. Le ministre. Moi, je m'amuse souvent, quand je vais dans des cabinets ministériels, je dis, je peux utiliser vos toilettes. J'allais derrière, je trouve des seaux remplis d'eau dans les toilettes du ministre. Je pose la question, mais ça existe l'hydrophore? Il suffit de l'installer, le moteur en bas qui vous monte de l'eau, et vous avez chasse d'eau dans vos toilettes. Mais ça ne choque pas le ministre. Vous êtes dans des salons d'attente, dans la salle d'attente, où les canapés sur lesquels les gens qui sont venus voir le ministre sont cassés, les canapés. Donc les invités sont assis, affalés dans les canapés. Et ça ne choque pas le ministre. Comment voulez-vous que, quand le cabinet ministériel est comme ça, et vous allez aller chez les chefs du quartier, vous allez trouver un bureau avec la peinture? Non.
il faut commencer par dire à nos compatriotes que si nous voulons qu'on nous respecte, commençons par nous respecter nous-mêmes. Commençons par nettoyer devant chez nous. Moi, ma mère, ma grand-mère, dans mon village, il se réveillait à 5 h du matin avec son balai et il nettoyait devant la case. Demandez aux partis politiques, et là je parle de tous les partis politiques de la RDC, trouvez-moi un siège d'un parti politique congolais qui ressemble au PCT de Brazzaville, au FPR du Rwanda, à MPLA de l'Angola. Trouvez-moi. En termes de propriété, d'équipement, d'organisation, etc. Pourtant, nous sommes un pays riche. Les changements de mentalité commencent par là. Que les partis politiques qui concourent à la conquête du pouvoir commencent par avoir des vrais sièges propres, bien équipés, avec des administrations dedans qui travaillent correctement. Une fois qu'ils envoient leurs partisans au gouvernement, qu'ils aient le même comportement, etc., etc. Les changements de mentalité, ça commence par là. Nettoyer l'intelligence, pour ne pas dire les côtés psychologiques du Congolais. Quand vous avez une psychologie qui est brouillée, tout ce que vous allez faire sera aussi brouillé. Monsieur Jean-Marie, les changements de mentalité ne s'arrêtent pas qu'aux citoyens, aux simples citoyens congolais, mais aujourd'hui, partout, on crie, il y a des scandales par rapport à la corruption, au détournement des fonds publics. Avez-vous un commentaire à faire là-dessus? Aujourd'hui, on ne parle que de millions, on parle qu'en termes de millions lorsqu'on... Mais vous pensez que c'est un fait nouveau? Justement, ce sont de mauvaises habitudes. La corruption n'est pas une spécialité congolaise. Le mot corruption, ça n'a pas été créé par les Congolais. Ça existe, ça existera toujours. Vous soutenez la corruption? Je ne soutiens pas, j'ai dit tout simplement que ça fait partie des habitudes de tout être humain. Lorsqu'il veut accéder à certaines faveurs, il passe outre les règles. Maintenant, il faut minorer ce qu'on appelle la corruption pour que la société fonctionne normalement. Lorsque vous avez fait ce qu'on appelle le renversement des valeurs, ce qui est acceptable ne l'est pas, ça commence au foyer. Moi, je repars toujours au foyer. Quand un papa, il ne travaille pas, il veut qu'on le paye. L'argent là qu'on le paye, c'est un salaire indûment perçu. Lorsqu'un papa vole, il veut nourrir ses enfants avec l'argent du vol. C'est de la corruption. Il est corrompu par des antivaleurs. Lorsque des pasteurs mentent, et chez nous, nous avons 80% de faux pasteurs. 80%. Vous êtes sûr de vos 80% statistiques? Qui ne font que mentir, qui jouent sur la misère des pauvres gens qui viennent chercher quoi? Du travail, le mariage, les voyages, les petites conditions de vie. Le passé raconte que de bêtises. C'est de la corruption. Lorsque les gens accèdent au pouvoir d'une manière malhonnête ou pas méritée du tout, c'est de la corruption. Expliquez-moi, le ministre, à peine il est nommé, au bout de 6 mois, il a déjà acheté 3 maisons. Même pas. 3 mois, il a déjà acheté une maison. Une maison qui coûte 500 000 $. Il a trouvé ça où? Ce que vous appelez scandale de dernier temps, c'est des gens qui étaient dans l'opposition il y a à peine 1 an. Posez-leur la question, les maisons là que vous avez achetées, les habits là que vous achetez, que vous portez, un ministre, ça gagne à peine 5 000 $. Cash. Ça sort d'où? Donc, ce qui est considéré comme scandale n'est que la partie émergée d'iceberg. En général, tout fonctionne d'une manière corruptible. Tout fonctionne d'une manière corruptible. Donc, ce qu'il faut changer, c'est quoi? C'est la perception. Ce qu'on appelle la bonne gouvernance. La bonne gouvernance suscite quoi? Vous avez
des critères de fonctionnement d'une société, vous respectez ces critères de fonctionnement en recrutement, en compétences, en adaptabilité au lieu du travail, en rémunération ou ce que vous appelez la promotion des gens. Lorsque vous basez votre pouvoir sur le tribalisme, comment dire, des faveurs maladroites ou si vous voulez partisanes, c'est de la corruption. Exactement. Monsieur Kassamba, nous tendons déjà à la fin de cette émission. La matière est vraiment vaste. Peut-être qu'on aura encore une autre occasion de parler de ces sujets. Mais on dit qu'il est facile de déplacer un fleuve que de changer des mentalités. Croyez-vous vraiment que le Congolais peut être transformé un jour? Moi, je suis pessimiste. Pourquoi? Parce que quand on dit changement de mentalité, on ne voit que les autres. Quand on est dans l'opposition, on traite ceux qui sont au pouvoir, les corrompus, les médiocres. J'ai entendu le mot dans ce pays, médiocre. Maintenant, on nage dans la médiocrité. J'entends plus personne parler de la médiocrité. Elle est là, la médiocrité. Le changement du Congolais viendrait, je mets au conditionnel, hein, viendrait lorsque le Congolais sera conscient de ce qu'il est et de ce qu'il représente. Comment voulez-vous qu'on soit complexé par des petits pays comme le Rwanda? Tout le monde sait que les Rwandais viennent voler chez nous pour jouer les intermédiaires des Occidentaux chez eux. Tout le monde le sait. Mais les Congolais, il va dire, ah, voici comment les Rwandais étaient très intelligents, très forts, ils nous ont même infiltrés, c'est pas possible. Vous êtes presque 150 millions de gens. Voici un tout petit pays. Vous êtes subjugués. Comment voulez-vous que moi je sois optimiste lorsque on vous disait dans ce pays, changement, changement, changement. On change et on refait pire que ce qu'on avait détesté hier. Donc si je vous comprends bien, les Congolais condamnés avec... Peut-être dans 100 ans, la génération qui viendra, en constatant tout ce qui n'a pas fonctionné pendant les 100 ans précédents, ils vont peut-être changer. Nous sommes dans une inconscience permanente. Chez nous, on ne veut pas l'utilisation de l'intelligence. Les Congolais n'aiment pas les gens intelligents. Il va vous traiter d'arrogants. Il va vous traiter de donneurs de leçons. Il va commencer à chercher, qu'est-ce que lui, il est pour parler comme ça? Il ne fait pas son autocritique. Voilà, le Congolais ne fait pas son autocritique. Il est excellé dans la haine, le mensonge et surtout des insultes. Je suis sûr qu'à la fin de votre émission, les gens qui sont en train de nous suivre, s'ils vont commenter, il y aura que des insultes. Comment voulez-vous changer? Nous avons encore deux petites questions pour vous. Monsieur Kassamba, on a parlé aujourd'hui de la place du changement de mentalité dans le développement du Congolais, ce qui veut dire pour que les Congolais puissent se développer, puissent émerger, ça passe par les changements des mentalités. Êtes-vous d'accord avec ces sujets? Moi, j'ai félicité le président Tshisekedi lorsqu'il a parlé des changements de mentalité. Il a même mis d'ailleurs un service en place, changement de mentalité. Mais les préceptes sont mal jetés. Hein? Il faut d'abord commencer par se poser des vraies questions. Pourquoi les gens ne se comportent pas bien? Et au-dessus de ça, mettre des modalités de comportement. Comme les gens ne se comportent pas bien, voici la manière dont ils peuvent fonctionner bien. Et au-dessus de ça, mettre maintenant ce qu'on appelle la récompense. Carotte, bâton. Vous vous comportez bien, on va vous récompenser, on va vous présenter comme modèle, on va. Vous ne vous préparez pas ou vous ne vous comportez pas très bien,
en respectant les modèles qui ont été mis en place, bâton. On ne fait pas comme ça. Il n'y aura pas le droit de l'homme qui viendra... Qu'est-ce que c'est les droits de l'homme? Voici encore la faiblesse du Congolais. Tous les pays dans lesquels il y a ce qu'on appelle l'évolution sociologique et même économique, les gens, les dirigeants de ces pays-là, ont mis la croix sur l'application bête de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Allez au Rwanda. Il y a combien de ONG? Il y a combien de Human Rights Watch, les Occidentaux, les mouvements citoyens? Il y en a combien? Et c'est pour autant que le Rwanda n'existe pas. Allez en Chine, qui est le modèle économique de développement aujourd'hui à travers le monde. Il y a combien de ONG quand on parle des droits de l'homme? Même les États-Unis n'ont pas adhéré à la Cour pénale internationale. C'est de la distraction que les Occidentaux ont mis dans les têtes des Noirs et surtout des Congolais pour que pendant le temps que vous parlez des droits de l'homme, de ceci, de cela, eh bien, vous ne vous développez pas. Vous ne mettez pas en place des mécanismes pour vous émanciper. Et qui excelle dans ces affaires? Des Congolais. On leur donne des miettes pour insulter leur propre gouvernement, pour insulter leur propre pays, pour fournir des photos des femmes violées, des enfants maltraités, de ceci, de cela. Mais c'est lui-même qui parle de tout ceci. Il habite dans un coin malfameux. Vous savez, moi, je suis allé à l'Est. Il y a des multitudes de ONG qui sont installées là-bas, occidentaux, qui se font beaucoup d'argent avec la misère des Congolais. Mais les Congolais ne sont pas conscients de ça. Ils préfèrent même organiser des colloques pour présenter sa misère. Et cette misère, on fait du pognon dessus sans son concours. Je vous ai dit tout à l'heure, pour que le Congolais se développe en changeant de mentalité, il faut d'abord qu'il soit conscient. Conscient de ce qu'il est et conscient de ce qu'il peut devenir ou ce qu'il a envie. Je vous ai dit tout au début, tout ce que moi j'ai fait dans ma vie, je me pose la question, je vais arriver où? Et je commence à appliquer la méthode. Le Congolais ne fait pas ça. On ne lui parle pas de troisième mandat. Il est dedans. Troisième mandat. Et à la fin, il constate, ah, bon, il n'y a pas eu de troisième mandat. Est-ce qu'on a eu le développement? Non, non. Mais aujourd'hui, en Guinée équatoriale, plutôt Guinée-Conakry, Alpha Condé, troisième mandat. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, troisième mandat. Yassimbe, cinquième mandat. Vous avez entendu la campagne des Américains, des Belges, des Occidentaux contre ces pays-là? Vous avez entendu RFI, France 24? Non. Mais les Congolais avaient fait des troisième mandats de Joseph Kabila comme étant une question de vie ou de mort. Si jamais Kabila est président nouveau, c'est fini pour nous. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Monsieur Kassamba, vous êtes ici parce que vous êtes un leader. Ces magazines fait appel aux leaders, aux décideurs. En tant que leader, en tant que directeur, si on s'arrête seulement dans votre espace 50, que faites-vous pour aider votre personnel dans le changement de ses mentalités et aussi dans ses conditions de vie? Bien. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous me parlez de changement de mentalité, que comme Joseph Kabila l'avait dit, qu'il avait fait 20 ans pour ne pas avoir changé les Aïrois en Congolais et qu'il avait regretté cela. Moi aussi, j'ai mon regret par rapport à cela. J'ai recruté, formé, donné du travail à plus de 200 Congolais, plus leur dépendance, leur famille, etc. Sur base des concepts, des principes. J'ai amené des anonymes à devenir des célébrités. Mais j'ai constaté, in fine, que le bien que je faisais, c'était même pas compris comme tel. Vous êtes découragé? Je suis quelqu'un qui ne se décourage jamais. Mais j'ai pris bonne note.
Ce que je pouvais faire hier avec autant d'empressement, avec autant de délectation, d'abnégation, j'ai réfléchi aujourd'hui. Je suis passé de 200 personnes à moins de 100 personnes aujourd'hui, à 60 personnes aujourd'hui, à qui je suis en train maintenant de donner d'autres perspectives. J'ai modernisé mon espace, j'ai créé d'autres médias, j'ai développé un certain nombre de choses, mais avec une autre conception. Parce que quand vous avez affaire à des personnes qui ne comprennent pas que dans la vie, on change